Voilà, messieurs, dames, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier la mairie de La Mole de nous accueillir, bien sûr le Conservatoire du patrimoine du Fresnay, et en particulier, comme toujours, Bernard Romagnan, pour chapeauter ces journées de rencontres toujours très intéressantes. Alors on va faire un grand bond en avant dans le temps, on va passer du Quaternaire au XVIIIe siècle, et on va s'intéresser à un sujet, effectivement, un sujet chaud, un sujet délicat, qui est la question de l'inceste. Alors, effectivement, l'étude que j'ai engagée, voici quelques années, des fonds, des justices, des petites justices seigneuriales qui existaient chez nous, à La Mole, à Cogolin, à Gassin, à Ramatuelle, à Saint-Tropez, avant la Révolution française, puis ces justices disparaissant, remplacées par les justices de paix à partir de 1791, que les plus anciens ont connu puisqu'elles ont existé jusqu'en 1958, m'a fait rencontrer quelques rares cas d'inceste. Donc en prévision de cette intervention, j'ai été obligé d'élargir le champ d'investigation. Je me suis intéressé au fond des autres justices seigneuriales de cette vieille seigneurie médiévale qu'on appelle le Fresnay, qu'on appelait au XVIIIe siècle la vallée du Fresnay. Et j'ai travaillé également sur les fonds de Grimaud, de la garde Fresnay. Et même avec ce travail, les résultats n'étant pas toujours très probants en termes numériques, j'ai dû élargir à l'ensemble de ce qu'on appelle la sénéchaussée de Draguignan, qui était un tribunal royal qui a existé jusqu'en 1791 et qui correspond grosso modo à l'est du Var. Alors, ces quelques cas d'inceste rencontrés soulèvent quelques questions, soulèvent des questions sur le hiatus, la différence qui peut exister entre des normes juridiques, entre ce que demande le droit et les réalités sociales, ce qui se passe concrètement. Donc je propose de diviser mon intervention en deux temps. Premier temps, on va évoquer l'inceste qui concerne les populations civiles. Et dans un deuxième temps, l'inceste qui concerne, pas exclusivement, mais surtout, la population ecclésiastique. Alors, mesdemoiselles, messieurs, on va s'intéresser tout d'abord à l'inceste qu'on appelle par ligne collatérale. Par ligne collatérale, c'est-à-dire le fait de descendre d'une même souche. Alors, depuis le Concile de Latran en 1215, les relations sexuelles entre cousins sont interdites jusqu'au 4e degré. Néanmoins, des dispenses sont accordées par l'Église pour les 3e et 4e degrés. Alors ces dispenses sont accordées, c'est ce qui ressort, relativement facilement. Alors effectivement, il faut s'imaginer dans le contexte de l'époque, vous êtes un Cogolinois, vous êtes un Ramatuellois ou autre, votre horizon s'arrête à votre village et les villages alentours. Donc effectivement, le fait de vivre dans un petit village comme par exemple Ramatuelle où il y a 400 habitants au moment de la Révolution française, fait que rapidement l'environnement autour, amical peut-être aussi, peut devenir familial. Donc, dans la ville de Saint-Tropez, un cas a été rencontré et montre justement la relative... L'Église était relativement stricte sur ces points à cette époque, mais en ce qui concerne l'inceste par ligne collatérale, il y avait quand même une souplesse qui était accordée, et je vais en prendre pour preuve l'exemple suivant d'une femme qui s'appelle Marie Labourelle, qui en 1773 a une relation incestueuse avec un cousin au 3e degré de la famille Perron. Cette femme est enceinte, et on voit d'ailleurs ici son exposition de grossesse à la justice seigneuriale de Saint-Tropez, puisqu'elle avait l'obligation de déclarer sa grossesse, puisqu'il s'agissait d'une grossesse illégitime,
faite en dehors du mariage. Donc cette femme affirme que l'auteur de sa grossesse est donc un cousin au 3e degré, mais que le mariage devrait être bientôt conclu puisqu'elle a obtenu l'accord du curé de Saint-Tropez. Soit, l'enfant naît quelques semaines plus tard et le mariage ne se conclut pas. Alors cette fille-mère, 10 ans plus tard, en 1783, va avoir une nouvelle relation incestueuse avec un cousin au 3e degré, mais pas le même. Cette fois, le mariage va être conclu et ce ne sera plus le curé local qui sera sollicité, ce sera le vice-légat du pape en Avignon qui donnera son accord, qui donnera ce qu'on appelle des lettres de dispense. Donc vous voyez que l'Église est quand même, il y a quand même une assez grande tolérance à cette période, malgré l'interdiction, donc qui fait que les cas d'inceste, forcément, sont importants. On ne peut parler d'inceste que tant que l'Église n'a pas donné son aval. Une fois que l'Église a accordé les dispenses, il ne s'agit plus d'une relation juridiquement incestueuse. Alors, autre type d'inceste, celui que nous connaissons tous et celui auquel nous pensons dès qu'on entend parler d'inceste, c'est l'inceste en ligne directe. Donc là, il s'agit d'un rapport sexuel proscrit entre ascendant et descendant en ligne directe, d'un père vis-à-vis de sa fille, d'un grand-père vis-à-vis de sa fille. Alors là, les cas rencontrés sont extrêmement rares. J'ai même rencontré un seul cas. Alors il faut d'abord savoir qu'à cette époque, comme aujourd'hui, c'est un acte qui est largement réprouvé. Le juriste Ferrière, par exemple, parle de turpitude extrême pour parler de ces cas d'inceste en ligne directe. Et vous avez l'exemple ici d'une ville que je connais bien, puisque j'ai fait mes études, à Toulouse, en 1536. Une mère et son fils, accusés d'inceste en ligne directe, sont condamnés au bûcher. Au bûcher, encore au XVIe siècle. Alors au XVIIIe siècle, on ne brûle plus des gens vivants. On brûle des corps de certains condamnés à mort, mais on ne brûle plus des gens vivants au XVIIIe siècle. Néanmoins, la peine requise en cas d'inceste avéré reste la mort. Alors, un seul cas a été trouvé dans mes archives. Donc, un seul cas, j'ai étudié quand même 30 ans d'archives. J'ai dépouillé 30 ans d'archives, et même un petit peu plus, sur un territoire qui correspond grosso modo à notre actuel canton de Sainte-Maxime. En plus des archives de la CNHEC Draguignan, ce qui quand même élargit l'horizon de curiosité. À Saint-Tropez, dans l'actuelle rue, et qui porte également le même nom, la rue de la Tour-Vieille à Saint-Tropez, j'ai trouvé le cas d'une jeune femme qui a 21 ans, qui vient d'accoucher et qui donc déclare sa grossesse au juge de paix de Saint-Tropez, puisque cette grossesse est illégitime, située hors du mariage, et elle affirme que le père de cet enfant est son père. Et son père qui l'aurait violée plusieurs fois, 9 mois auparavant. Alors, entre-temps, le père serait mort. Alors, il faut bien prendre conscience, toujours, garder de la distance avec la parole. J'ai travaillé sur 3800 affaires judiciaires. Je sais très bien ce que vaut aussi la parole d'un homme ou d'une femme, qui savent mentir les uns comme les autres. Donc je ne suis pas là pour dire je ne suis pas un juge, mais simplement il faut toujours rester prudent. C'est-à-dire que cette femme qui s'est retrouvée avec un gamin sur le dos, a peut-être accusé à tort, peut-être, c'est une hypothèse, son père pour protéger quelqu'un, moyennant finance. J'ai déjà trouvé au XVIIIe siècle des cas d'affaires de viol qui se sont, alors pas ici justement, qui se sont terminés par un dédommagement financier très discret. Donc vous voyez, c'est pour ça que je parle de cas présumés d'inceste.
Bien sûr, on accuse un mort qui ne pourra plus être jugé. Voilà, effectivement. Alors, on va maintenant... ah oui, à Cogolin également, j'ai trouvé un cas qui pose une question. C'est pour ça que je l'ai intitulé « De l'inceste à l'infanticide ». On a une femme qui, en 1782, accouche d'un enfant vivant, d'une fille vivante, puisqu'un témoin l'entend pleurer. Simplement, cette fille est laissée dans le... je ne vais pas dire de bêtises, hein, je ne suis pas un spécialiste, dans le placenta. Dans le placenta, on la met dans un pot, vous savez, les gens ont des pots de chambre, et on laisse l'enfant sans soin. Donc l'enfant décède. Et le lendemain, à minuit, cet enfant est enterré dans une vigne, à Cogolin, et finalement, de fil en aiguille, ça arrive jusqu'au procureur fiscal, c'est-à-dire le représentant des intérêts du seigneur et des intérêts de la société. Et donc ça ressort à la justice seigneuriale de Cogolin, bref, ça ressort en justice. Et l'affaire ensuite va être instruite par la sénéchaussée de Draguignan, je n'ai pas pu retrouver les archives. Bref, on a un cas avéré d'infanticide. Y a-t-il un lien avec l'inceste? Eh bien justement, dans la plainte du procureur fiscal, on parle de relations entre parents. Pas entre parents par enfants, entre parents, entre cousins. Donc il est probable, effectivement, que certains incestes, c'est un lien bien sûr qui n'est pas systématique, qui est hypothétique, mais il est probable que certains incestes conduisent à des meurtres d'enfants, à des infanticides. Alors, deuxième partie de mon intervention, maintenant on va s'intéresser au cas de la population ecclésiastique avec un type d'inceste qu'on appelle l'inceste spirituel, c'est-à-dire un rapport sexuel là encore proscrit entre un confesseur, c'est-à-dire le curé, et des pénitents, des pénitentes, qui sont en fait de simples femmes, des personnes lambda. Vous savez, on appelle un curé mon père, et lui-même va dire mon fils, ma fille. Donc vous voyez, cette notion d'inceste spirituel qui n'existe plus aujourd'hui, a existé jusqu'à la Révolution française. Alors, un cas a été trouvé à Ramatuelle. Par exemple, en 1765, le curé Thomas Atanou est accusé par un chirurgien, c'est-à-dire une sorte de médecin de l'époque, même si les médecins existaient déjà, mais bon, la personne qu'on allait voir souvent quand on avait un souci, il s'occupait de la barbe, mais il s'occupait aussi des soins de santé, plus généralement. Un chirurgien se répand dans les cabarets, dans les bars de l'époque, en disant que le curé avait tendance à mettre sa main dans la gorge de la gouvernante des enfants du Seigneur. Gros scandale, évidemment, et qui amène donc à une plainte en justice devant le juge de Ramatuelle. On écoute quelques témoins, et comme souvent sous l'Ancien Régime en matière pénale, en matière criminelle, dit-on, l'affaire s'arrête. Signe d'un très probable accommodement, c'est-à-dire un arrangement à l'amiable. N'oublions pas que le curé est garant de cet idéal de paix au village, et donc lui-même a un devoir d'exemplarité en la matière. Donc effectivement, si la personne s'excuse, l'affaire peut s'arrêter effectivement. Avec un petit dédommagement financier, les choses vont même encore plus vite. Donc, la voie de l'accommodement est généralement privilégiée, c'est ce qui ressort des 3 cas d'inceste spirituel rencontrés. Et donc cette affaire ne va pas plus loin, mais vous voyez bien que le curé qui lui-même doit avoir un mode de vie exemplaire, donc le curé habite dans chaque village à cette époque, donc vraiment il est au sein des populations et lui-même doit faire figure d'exemplarité. C'est une personne qui en sait plus que tout autre sur les autres. Par le biais de la confession, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Effectivement. Alors, autre cas rencontré, au Muy. Alors là, en revanche, le cas est beaucoup plus documenté. Il y a sur fond d'inimitié entre notables, entre notamment le curé Jean-Louis Guignon, un chirurgien et un notaire, alors qui vont là aussi se répandre en accusations ou en diffamation, hein, on ne sait pas s'il est réellement coupable,
en disant, pardon pour la vulgarité du propos, je cite, que le curé, je cite, baisait toutes les femmes et les filles qui allaient chez lui. Alors effectivement, forcément, le curé va prendre les devants et va, face à cette calomnie, face à ce qu'il considère comme une calomnie, porter plainte devant la justice seigneuriale du Muy. Simplement, le curé n'est pas en odeur de sainteté, si je puis dire, par l'évêché de Fréjus. Et donc, un tribunal particulier qui s'appelle l'officialité de Fréjus va aussi se saisir de l'affaire. Donc il y a des juridictions civiles et aussi des juridictions ecclésiastiques. Et il va y avoir une rencontre avec l'évêque que le curé raconte. On a simplement sa version. Vous savez qu'il faut toujours avoir deux versions. Là, effectivement, on n'a que sa version. Une rencontre dans laquelle l'évêque aurait dit au curé qu'il souhaitait faire une réunion de tous les curés d'un synode dans lequel il manifesterait le fait qu'il soit anti-curé. Donc un évêque anti-curé, c'est assez original. Et réponse de l'intéressé, de Jean-Louis Guignon, qui affirme qu'il ne connaissait aucun curé qui fût anti-évêque. Donc il se fait traiter d'impudent. Voilà, il y avait des questions financières visiblement qui étaient là-dedans, sur le... Bon, bref. Donc là aussi, sur fond d'inimitié entre notables locaux, sur fond d'inimitié entre le curé et sa hiérarchie, ben, l'affaire va aller jusqu'au Parlement d'Aix-en-Provence. Et je n'en ai pas trouvé la décision finale, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une crispation des oppositions, et alors qu'il y avait eu un accommodement préalable, le fait que la calomnie, ou ce qui est présenté comme une calomnie, perdure, ben, amène à une conclusion judiciaire. Dernier cas, à Trigance. Alors là aussi, on a une conclusion judiciaire qui est connue. Malheureusement, les autres pièces ont disparu. On a un curé en 1778 qui s'appelle Jean-Pierre Ingignac, qui va être finalement condamné à un bannissement à vie du ressort de la sénéchaussée de Draguignan. C'est-à-dire, il aurait commis un inceste avec une pénitente, avec une femme de son village, et il doit donc quitter le ressort de la sénéchaussée de Draguignan. Alors, en conclusion, je dirais, et vous le remarquez, que l'inceste est multiforme sous l'Ancien Régime. Il y a le caractère assez fréquent de ces relations incestueuses entre cousins éloignés. En ce qui concerne l'inceste en ligne directe, il est très difficile d'appréhender le phénomène, mais tout comme aujourd'hui. Pour une raison très simple, il y a ce que l'historienne Nicole Castan appelait le chiffre noir de la criminalité. Toutes les affaires de mœurs ne ressortent pas en justice. Je dirais même, surtout au XVIIIe, rares sont les affaires de mœurs qui ressortent en justice. J'ai travaillé sur 30 ans, 1773-1803, sur un territoire qui comprend La Mole, Cogolin, Ramatuelle, Gassin, Saint-Tropez, notamment Saint-Tropez, plus de 3000 habitants quand même, au XVIIIe siècle. Zéro affaire de viol. Est-ce que je dois en conclure qu'il n'y a pas eu de viol? Bien sûr que non. Tout ce qui touche à l'honneur est délicat. Il faut s'imaginer qu'une femme violée ou une femme qui a subi un inceste, si elle en parle, s'il y a une affaire judiciaire, ça donne un éclat à l'affaire qui risque d'hypothéquer ses chances d'établissement matrimonial. Elle va tout simplement avoir du mal à trouver un mari. Et c'est terrible, mais l'opprobre porte sur elle. Mais est-ce que ça a fondamentalement changé? Alors, un dernier point très important, la Révolution française introduit une rupture juridique très importante. À partir du Code pénal de 1791, ce que le député Lepelletier appelait les crimes imaginaires, le blasphème, la sodomie, le sacrilège, le suicide et l'inceste ne sont plus considérés comme des infractions singularisées. C'est-à-dire que s'il y a cas d'inceste, on ne va plus parler d'inceste, on va dire agression sexuelle ou viol. Et vous voyez que l'inceste ne sera plus singularisé,
Et ça va de pair avec la déchristianisation des peines. L'inceste ne sera plus singularisé comme une peine. Et donc, il faudra attendre bien plus de temps pour qu'on puisse reparler d'inceste. Merci pour votre attention.